Donc, pendant des décennies, le portefeuille classique 60-40, c'est-à-dire celui où il y a 60% par exemple d'actions, 40% des obligations, c'était la base solide. C'était le rendement qui était considéré plus raisonnable, qui nous protégeait en cas de correction des marchés. Donc, est-ce que c'est encore une stratégie qui fonctionne bien aujourd'hui? Est-ce que c'est bien adapté au contexte dans lequel on est présentement? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je pense que le rôle de stabilisateur des obligations et du fameux portfolio 60-40 n'est plus ce qu'il était. Donc, manque pas ça. Donc, on commence par le commencement. C'est quoi une obligation? En gros, une obligation, c'est quand que tu vas prêter de l'argent, soit à un gouvernement ou à une entreprise sous forme de dette. Puis, en contrepartie, le gouvernement ou l'entreprise va te payer un coupon à chaque année, donc un pourcentage d'intérêt. Puis, à la fin de la période de la dette, il va te rembourser ton capital. Donc, en gros, si par exemple, tu as une obligation de 100 $ qui te paye un coupon de 5%, ou un taux d'intérêt de 5%, va te rembourser ou te payer un coupon de 5 $ chaque année. Disons que c'est une dette de 5 ans. Pendant 5 ans, va payer un coupon de 5 $, puis à la fin, il va rembourser la valeur nominale au complet, donc la valeur du capital initial, donc va te rembourser le 100 $. Donc, par exemple, dans ce cas-là, la personne se retrouverait avec 125 $ au bout des 5 ans. Donc, assurément, on peut le voir, quand que, le remboursement est fait, c'est sûr qu'on ne se retrouve pas à être extrêmement riche. Les obligations sont là plus pour jouer un rôle de protection. Et puis l'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une relation inverse. On peut le voir sur le graphique. Là, quand que les taux vont monter, la valeur de l'obligation va baisser dans le temps. Puis, même chose, si les taux baissent, la valeur nominale de l'obligation va monter. Donc, c'est un peu comme le jeu à bascule. Là, quand il y en a un qui monte, l'autre va descendre. Puis la valeur en soi, ou le fait que la valeur nominale de l'obligation va monter de façon historique et de façon naturelle, ce qui arrive, c'est que les obligations qui ont une plus longue durée vont avoir une plus grosse variation de la valeur nominale pour une même variation du taux d'intérêt. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Il y a un lien indirect ou inversement proportionnel entre la valeur nominale de l'obligation et le taux d'intérêt, puis que plus qu'on est loin en termes de durée du prêt, plus qu'une petite fluctuation du taux d'intérêt a tendance à avoir une grosse fluctuation au niveau de la valeur nominale. C'est pas mal ça qu'il faut comprendre au niveau du portfolio, puis du rôle surtout des obligations là, dans le portfolio. Ceci étant dit, pourquoi je pense que le rôle des obligations est plus ce qui était à travers un portfolio 60-40 par exemple? Ben, en un mot, l'inflation. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on peut le regarder sur le graphique, par exemple, là, fourni par la presse, de l'évolution du taux directeur de la Banque du Canada, excusez, depuis 1970 à aujourd'hui. Typiquement, on le voit là, depuis le début des années 80, l'inflation est en baisse, jusqu'à environ 2021-2022, où ce que l'inflation s'est mise à remonter. Principalement, on le sait, là, ce qui a été le catalyseur vers une nouvelle reprise de l'inflation, ça a été la COVID. Mais depuis 1980, on voit qu'on était dans une période séculaire désinflationniste, donc une longue période sur plusieurs années et même décennies à travers lesquelles l'inflation baissait d'année en année. Donc l'inflation est repartie, puis c'est ça en fait qui est le problème, c'est que l'inflation semble être repartie. Pourquoi que l'inflation c'est important? En fait, l'inflation va ajuster, va changer le comportement de l'obligation, ou en fait va surtout changer le comportement de l'obligation versus le marché boursier. C'est ce que je veux montrer dans le prochain graphique là, qui montre dans le fond deux échelles. Là. On va voir l'échelle de l'inflation là, sur l'axe des X là, en bas, puis qui montre l'inflation de 0% à 12%, alors que sur l'axe des Y, on voit la corrélation 3 ans. Donc, la corrélation 3 ans entre les actifs boursiers et les obligations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans le fond, une corrélation qui est positive entre les obligations et les actions veut dire que les deux vont bouger dans la même direction. Donc, une corrélation de 1 voudrait dire que les deux bougent exactement dans la même direction, avec le même niveau d'amplitude, alors qu'une corrélation de -1 veut dire que les deux bougent exactement de façon inverse, là, en amplitude et en mouvement. Donc,
Ce qu'on veut dans un portfolio, là, puis on va le voir un petit peu plus loin, c'est qu'on veut que quand le marché boursier va pas bien, donc on veut que le marché obligataire, lui, aille bien, donc on veut qu'il y ait une corrélation inverse. Donc, on veut une corrélation qui se rapproche le plus possible de -1. Puis là, on le voit, c'est pas mal la zone en bas à gauche du cadran là, du graphique, là. Et puis, on peut voir que ça arrive, ça, quand l'inflation est basse. Donc, quand l'inflation se met à monter, là, quand on regarde sur l'échelle en bas, là, qu'on monte à 4, 5, 6 on voit qu'on se trouve dans le cadran en haut à droite, qui se trouve à être une corrélation qui tend vers 1, là, donc on oscille entre 0,3 à 0,5, 0,6, dépendamment du taux d'inflation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les actions et les obligations vont bouger dans la même direction. Donc le rôle de protecteur des obligations est plus bon quand il y a de l'inflation. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Donc, qu'est-ce qui est arrivé aussi en 2022? On a pu le voir, là, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Tantôt sur le graphique de l'inflation, on a vu que l'inflation s'est mise à remonter. Comme de fait, aux États-Unis, en fait, en 2022, il a atteint un pic de 9%. Donc, avant même qu'il atteigne ce pic-là, quand la Fed, la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, a vu le problème d'inflation, il s'est mis à monter les taux d'intérêt de la Banque centrale. Évidemment, ça a un impact sur les taux obligataires. Donc, pendant ce temps-là, le SP500, lui, le marché boursier, n'a pas du tout apprécié la montée des taux puis de l'inflation. Donc, a perdu 25% là, pendant l'année 2022 jusqu'à peu près à la fin 2022. Puis pendant ce temps-là, malheureusement, les obligations, eux, les taux ont passé de 1,5 à 4,3%. On l'a vu tantôt, quand les taux y montent, les valeurs nominales des obligations baissent. Donc, les obligations ont perdu beaucoup de valeur. Puis plus que la durée est longue, en fait, puis plus que pour une montée des taux, ça fait mal au niveau de la valeur nominale des obligations. Donc, évidemment, ça n'a pas bien été pour le marché obligataire. En fait, 2022 a été la pire année en un siècle, pratiquement, au niveau du comportement des portfolios 60-40. On le voit en fait sur le prochain graphique, là, je vais faire vite, mais on voit depuis 1977 sur le graphique le comportement des gains réalisés sur les actions et sur les obligations du portfolio 60-40. Puis on voit en bleu, c'est les actions et en rouge, c'est les obligations. Donc on voit que pendant les récessions, soit en 2008, par exemple, on voit que, bon, oui, le marché boursier a corrigé solidement, ça a été une grosse récession, mais les obligations ont agi de l'autre côté, ont agi comme un protecteur, donc amené un certain gain, ce qui a permis de rééquilibrer les choses, puis de pouvoir, avec ces gains-là, réacheter des actions moins chères, dans le fond. C'est un peu ça le rôle de stabilisateur des obligations du portfolio. Même chose en 2000, on voit pendant 3 années, le marché n'a pas bien réagi. Il y a eu des mauvaises performances boursières, mais pendant ces 3 années-là, les obligations, elles, avaient des bonnes années parce que l'inflation était basse. Par contre, on regarde en 2022 et les actions et les obligations ont mal réagi. Les deux ont été dans le rouge. Donc, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas bien joué son rôle. Donc, on l'a vu tantôt, les obligations, c'est pas quelque chose qui est hyper payant. Ça va payer le coupon, oui, mais c'est pas hyper payant, là. Donc, pourquoi avoir des obligations si en plus il ne joue pas son rôle de protecteur? Ben, il faut se poser la question. Mais là, vous allez me dire oui. Mais est-ce qu'il va y avoir de l'inflation encore dans les prochaines années? Ça semble revenir sous contrôle. On est revenu dans la zone entre 2 et 3%. Écoutez, il y a plusieurs raisons qui font que l'inflation pourrait continuer dans les prochaines années, là, malgré qu'on a vu une baisse. Mais on l'a vu clairement après la COVID, il y a eu un mouvement planétaire, surtout occidental, qui était de changer la chaîne d'approvisionnement. On dépendait beaucoup de la Chine, on dépendait beaucoup de l'Asie, puis on l'a vu quand il vient le temps d'avoir des matières critiques comme des masques, des médicaments, on était un peu pris au dépourvu. Donc, clairement, à ce moment-là, on dirait que le bottom line puis le fait de vouloir maximiser les profits était un peu moins important que de pouvoir avoir accès aux matières qui étaient urgentes d'avoir pour nos populations. Donc, on pourrait appeler ça une déglobalisation, donc une façon de vouloir retourner à des chaînes d'approvisionnement locales.
Effectivement, le coût de main-d'œuvre coûte plus cher, par exemple au Canada, aux États-Unis, en Europe, qu'il peut le coûter en Asie. Donc ça a tendance à amener une augmentation des coûts. Il y a l'endettement public aussi qui est rendu assez élevé. L'endettement, le ratio dette-PIB est assez élevé, ce qui fait que la portion intérêt prend beaucoup de place. Et puis, malheureusement, un des chemins choisis semble être pour les gouvernements de vouloir tout simplement emprunter encore plus, avoir plus de dettes pour être capable de continuer à payer les programmes sociaux en plus de refinancer les dettes qui sont dues. Donc ça, c'est un mouvement aussi, le fait de réimprimer de l'argent, de remettre de la nouvelle dette, c'est quelque chose qui est inflationniste. Après ça, il y a toutes les tensions géopolitiques, on l'a vu là, depuis quelques années, là, que ça s'accentue, ça s'empire. Là. On l'a vu avec la Russie qui a fait l'invasion de l'Ukraine, un conflit qui est encore en cours. On l'a vu sur les matières premières, par exemple, qui venaient d'Ukraine puis de Russie, qui ont monté de façon drastique. Là. Donc ça, c'est une des conséquences. Il y a après ça ce qui se passe avec la Chine. Par exemple, je vous invite à imaginer un monde dans lequel, par exemple, la Chine envahirait Taïwan, qui est une des manufactures qui sont capables de faire des puces électroniques que personne d'autre sur la planète est capable de faire. Donc, imaginez le coût sur certains composants électroniques. Ça serait assez dramatique. Il y a les tensions, pas juste les tensions, mais les changements climatiques aussi. Là, donc, tout le réchauffement planétaire avec les conséquences que ça peut avoir sur les augmentations des prix alimentaires, par exemple, ou sur même les primes d'assurance pour les catastrophes naturelles. Donc, tout ça, c'est des forces qui sont inflationnistes. Évidemment, il n'y a pas juste des forces inflationnistes. Il y a la technologie, l'intelligence artificielle qui risque d'agir comme un contrepoids. La seule question, c'est à quelle vitesse ça va agir. Écoutez, il va falloir le voir. Il n'y a aucune certitude dans la vie, mais disons qu'il y a beaucoup de forces qui semblent pointer vers une inflation. Puis il y a l'aspect psychologique aussi. Là, quand on voit les prix monter, on voit l'inflation qui a grugé à travers notre pouvoir d'achat. On voit à l'épicerie, au dépanneur, on voit à quel point un petit sac de chips est rendu 2 $. Ben, inconsciemment, on se dit, ben, il va falloir que je demande une plus forte augmentation à mon patron pour pallier à ça. Donc, il y a une espèce d'aspect un peu plus effet vicieux, là, un effet boule de neige, justement, une fois que l'inflation apparaît. Une fois que le génie est sorti de la bouteille, ça devient difficile de la refaire rentrer. Donc, on est un peu dans cette situation-là. Donc, c'est quoi les alternatives? Je peux ne pas mettre d'obligations de long terme dans mon portfolio. Bon, ben, écoutez, première chose que je vais dire, je ne suis pas un planificateur financier, c'est pas à moi de vous dire quoi faire. Par contre, je peux vous dire ce que moi je vais faire et ce que je fais. Moi, j'adore les actifs réels. J'adore, par exemple, l'or. Et puis, je pourrais faire une vidéo spécifique sur l'or parce que ça en vaut la peine de l'expliquer, pourquoi il est tant populaire, puis pourquoi il a monté autant depuis un an. Donc, j'aime l'or, l'argent, certaines matières premières. L'argent, je l'aime aussi, beaucoup plus volatile. Par contre, risque de moins bien se comporter en période de récession. Il y a quand même une composante industrielle. Pendant une récession, la demande baisse, donc évidemment, la demande pour les composants industriels aussi. Donc, des bonnes chances que ça l'affecte plus l'argent à être moins performant que l'or, par exemple, mais il est quand même intéressant. Il y a des actifs plus court terme, par exemple des bons du trésor, que ce soit des bons du trésor 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, de tout simplement avoir ton rendement puis ton retour de capital au bout de la période, c'est très bon. Aussi, les fameuses obligations à rendement réel, en anglais, on appelle ça les TIPS. Donc, c'est vraiment des obligations, mais qui ont un rôle de protecteur. Donc, ils vont toujours offrir un taux d'intérêt au-dessus de l'inflation. Donc, assurément, notre pouvoir d'achat avec ça va toujours rester. Puis, ça, au bout du compte, on peut dire ce qu'on veut, mais ce qu'on veut surtout, c'est que notre épargne elle continue de non seulement fructifier, mais qu'elle nous protège contre l'inflation. C'est surtout ça le but numéro un de cet actif-là. Et puis, bon, des bons vieux produits plus liquides ou plus cash, comme des certificats de placement garantis 3 mois, par exemple, ou 6 mois, courte durée, puis ça peut très bien faire l'affaire. C'est pas des rendements énormes, mais le but, c'est pas d'avoir du rendement, mais de protéger le capital. Une portion de capital, quand il y a une récession, on peut profiter de la baisse des prix au niveau du marché boursier, prendre le rendement qu'on a fait, même si c'est un peu de rendement avec notre capital, pour racheter des actions moins chères. C'est un peu ça l'objectif. Donc, assurément, des produits que dans le temps, j'aimais bien, comme TLT, qui est un fonds négocié en bourse d'obligations américaines 20 ans en moyenne.
Personnellement, je touche plus à ça à cause que j'ai pas confiance que l'inflation va rester à 2%. Je pense que l'inflation risque de remonter. Je pense qu'on va voir des cycles, mais on risque de voir une période qui va remonter l'inflation jusqu'à temps, du moins, que la technologie potentiellement exerce une pression terrible sur l'inflation, puis crée une force déflationniste qui va à l'encontre. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être le genre de choses qui pourrait arriver. Je ne vois pas dans l'avenir, mais c'est quand même les choses qui semblent se montrer devant nous, là. Donc, est-ce que le portfolio 60-40 est mort? Ben non. Par contre, on peut dire qu'il est sous pression, clairement. Il est peut-être moins bien adapté au nouveau contexte macroéconomique. Puis, écoutez, est-ce que de votre côté, vous avez encore des obligations dans votre portfolio? Est-ce que c'est vous qui gérez votre portfolio, excusez-moi. Si vous avez un planificateur financier, c'est peut-être bon de le questionner, de lui poser des questions sur, selon lui, est-ce que c'est encore un produit qui est bien adapté? C'est important de bien s'entourer de bons planificateurs financiers, du monde qui sont allumés, qui suivent la situation, qui sont capables de bien vous conseiller. Écoutez, c'est ça le but des accros de la macro, c'est de regarder le contexte macro, regarder à quel point ça peut avoir un impact sur le portfolio, puis comment faire pour protéger son portfolio. Évidemment, la décision vous revient à vous et votre planificateur financier, mais si je peux vous aider à mieux comprendre certains concepts, ben, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis faire un like, la partager, ça aiderait grandement. C'est une chaîne que je commence à peine, donc chaque nouvel abonné va aider. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Cheers!